Les résultats 2023 de Vivendi viennent de sortir il n'y a pas longtemps et sont plutôt bons. On va essayer de les décortiquer ensemble et voir si elles constituent une opportunité d'investissement à ce prix-là. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'organigramme simplifié donc du 31 décembre 2023 du groupe Vivendi, qui possède quand même énormément de filiales. On le sait quand même que l'Empire Bolloré, c'est vraiment comme l'Empire Tapi, etc. ou comme l'Empire de Bernard Arnault, c'est quand même des entreprises qui donc possèdent énormément de business à l'intérieur. Donc on a le groupe Canal+, qui est possédé à 100% par Vivendi, donc avec Canal+, Studio Canal, etc. Le groupe Lagardère qui vient d'être acquis avec donc Lagardère Publishing, News, Live Entertainment. Havas, qui est quand même, Havas c'est un pôle pub qui est extrêmement intéressant. On le voit, Havas, ça a été Jacques Séguéla. Séguéla, c'est quand même l'un des meilleurs agents de publicité français, voire peut-être le meilleur. Et donc on a quand même des interviews de ce mec-là. Je vous conseille d'aller l'écouter, c'est vraiment incroyable ce qu'il raconte. Et donc vous comprenez quand même que ce gars-là, il a pu faire les pubs pour du Mitterrand, pour du Bernard Tapie, vraiment, Séguéla, c'est quelqu'un qui a été extrêmement fort et qui aujourd'hui était toujours vice-président il y a peu. Ensuite, on a Gameloft qui font des jeux vidéo, donc je pense que vous avez déjà peut-être joué à Asphalt Turbo quand vous étiez petit sur votre téléphone. Ou ensuite, on a Dailymotion ou groupe Vivendi Africa, donc ça c'est pas extrêmement bon, et Vivendi Village avec les billetteries, les festivals, les salles de spectacle qu'ils possèdent, et donc ensuite les participations, et c'est là que ça va se gâter parce que les participations en fait ne valent pas réellement ce qu'elles valent, c'est-à-dire qu'on est à peu près sur le même niveau que Prosus. Donc je vais vous le montrer à ce niveau-là en termes de bilan. Dans le total des actifs immobilisés, on a des investissements à long terme qui représentent 8,38 milliards, donc qui représentent évidemment les participations dans Universal Music Group, Telecom Italia, FL Entertainment, Media for Europe, Prisma, Multi-Choice Group, View International et Viaplay Group AB. Et donc on voit, voilà, par exemple Universal Music Group, c'est une société cotée. Sur Telecom Italia, sur la base du nombre total d'actions ordinaires avec le droit de vote, etc., etc. Et donc on voit à ce niveau-là que donc Vivendi, il y a certains moments où elle va pouvoir revendre des participations, mais nous, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ça va être, voilà, forte progression des résultats en 2023, un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en hausse de 9,5%, porté par la progression du groupe Canal+ et de Havas, ainsi que la consolidation de Lagardère depuis le 1er décembre 2023. Un résultat opérationnel, donc EBITDA, en hausse de 7,5% et 11% à taux de change et périmètre constant, c'est-à-dire en organique, grâce à la progression d'Havas et du groupe Canal. On a vu un résultat net part du groupe de 400 millions, donc on a Yannick Bolloré qui est donc président du conseil, et donc ils nous disent qu'avec ce rapprochement, c'est extrêmement bon pour nous, donc le groupe qui représente quand même 18 milliards en soi, 73 000 salariés, dont seulement 36 000 pour le groupe Lagardère, ce qui fait qu'on est quand même sur une acquisition extrêmement grosse aujourd'hui. Donc on a une stratégie, voilà, ça c'est ce qui nous intéresse. Le groupe Canal+ a poursuivi son succès de développement à l'international, en particulier en Asie, dans les pays nordiques et en Afrique. Près de 1 million de nouveaux abonnés ont été engrangés sur l'année, tant qu'en France qu'à l'international. Dans le même temps, Canal a continué à étoffer son offre de contenu, signant des partenariats majeurs, tandis que Studio Canal a réalisé une année record dans le cinéma. Studio Canal qui est le volet production de Canal+. Et donc ensuite, on va avoir énormément de textes, donc ça c'est extrêmement bon pour nous, c'est-à-dire de savoir à peu près quelle est réellement la stratégie d'entreprise. Donc là, on est sur les informations qui ne nous intéressent pas. Par contre, les produits perçus des investissements financiers s'élèvent à 81 millions d'euros contre 50, et qui comprennent principalement des dividendes de FL Entertainment, de Media for Europe, et donc de Telefonica pour 18 millions, c'est-à-dire que les autres entreprises ne leur donnent pas forcément de dividendes. Et ensuite, on a des autres charges qui donc représente une charge de 158 millions d'euros, qui a cessé de comptabiliser Telecom Italia comme une participation mise en équivalence, entraînant une charge de moins 1,3 milliard d'euros, et donc qui sont peut-être des charges financières ou non. Voilà, donc on le voyait l'année dernière, c'était une perte d'1 milliard d'euros, ce qui est tout à fait normal, étant donné qu'on a eu une charge financière. Donc maintenant, en termes de liquidité, on est quand même sur 2,8 milliards, dont 800 millions chez Vivendi, hors Lagardère, et 2 milliards chez Lagardère, c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on l'a pris en compte dans notre bilan, mais on a aussi récupéré la dette que possédait donc Lagardère. Ensuite là on a le RSE, etc., etc., et donc là, ça c'est ce qui nous intéresse. Le groupe Canal+ va faire continue de faire croître son parc d'abonnés, ça c'est ce qu'on a vu. Il déposera notamment une offre obligatoire sur les actions Multi-Choice Group, qui ne détient pas encore, au plus tard le 8 avril. Lagardère réalise une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2023, porté par le Travel Retail, ainsi que l'édition qui affiche des performances solides, sachant qu'effectivement Lagardère représente donc un des plus gros éditeurs donc, de livres en France et donc dans le monde. Havas réalise une nouvelle année de croissance dynamique, 4,4% de croissance en organique, et une marge EBITDA constante depuis plusieurs années, et poursuit même
sa politique d'acquisition ciblée exactement comme pourrait le faire Publicis. Donc on a une accélération du développement mondial, on voit qu'on a atteint à peu près 26,4 millions d'abonnés, un chiffre d'affaires à 6 milliards, et donc après on va pouvoir aller un petit peu regarder le revenu total qui donc devrait pas être extrêmement bon étant donné qu'on sait que Canal+, ou même tout ce qui est diffuseur de plateformes, ça va être quand même des entreprises qui vont être assez peu rentables. Maintenant, Studio Canal qui elle par contre va pouvoir être beaucoup plus rentable parce qu'elle réalise donc des très belles sorties de films. Donc là on l'a eu par exemple Alibi.com 2, voilà, où je verrai toujours des visages, le règne animal, etc. Alibi.com 2 qui était quand même un très bon film. D'ailleurs le 1 était aussi extrêmement bon. Maintenant ensuite on va aller voir au terme de partenariat, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller faire. On voit qu'effectivement on a un partenariat avec Warner Bros Discovery qui donc renouvelle leur accord, qui leur permet de continuer à offrir ses abonnés un accès aux films de Warner Bros seulement 6 mois après leur sortie en salle, à l'instar de Barbie, que personnellement j'ai pu voir sur Canal+. Ensuite on a donc l'opérateur de télécom Free qui lance sa nouvelle Freebox, qui inclut sans surcoût l'offre Canal sur la chaîne en live, et ensuite qui a finalisé l'acquisition auprès de son partenaire Orange d'un bouquet de chaînes payantes OCS et de la filiale de coproduction de films Orange Studio, ce qui fait qu'aujourd'hui Canal+ devient le plus grand producteur français de films, même s'il l'était déjà, il augmente encore plus sa présence en France et donc dans l'Europe, ce qui nous, effectivement, le cinéma français qui a peut-être encore de belles années devant lui, montre que, évidemment, Vivendi continue, et donc Canal+ continue d'être un très très bon investissement. Et donc on voit à ce niveau-là, Lagardère Publishing qui augmente de 2%, la société enregistre de belles progressions de son chiffre d'affaires, comme en France, un chiffre supérieur à la croissance du marché. Cette belle performance est attribuable à l'Illustré qui bénéficie en 2023 de la parution d'un nouvel album d'Astérix, l'Iris Blanc, et d'un album illustré Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une Lagardère et l'entreprise qui possède les droits de publication de tous les Astérix. Donc on est vraiment sur des brands, c'est-à-dire quelque chose qui vaut réellement de l'argent. Hein. Astérix Obélix, ça a rapporté énormément d'argent, et aujourd'hui même des nouveaux albums continuent à rapporter de l'argent pour ce genre d'entreprise. Et donc ensuite Havas, parmi les meilleures performances de son secteur, comme on l'a pu le voir, Creative, Health You and Media, etc. On a la contribution des acquisitions qui s'élève à 1,9% de la croissance, qui s'élève sur les 4% de croissance à 2% de cette croissance-là. Et donc on a une forte dynamique d'acquisition ciblée, comme je vous l'ai dit, avec 10 nouvelles agences qui ont rejoint le groupe en 2023. Et donc on voit à peu près, c'est vraiment des agences de pub. Et donc enfin, les agences d'Havas ont poursuivi leur développement commercial en gardant de nombreux clients et marques, tant à l'échelle locale que globale, et leur créativité a été récompensée par près de 1400 prix à travers le monde. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la marge de ce genre de business. Évidemment, elles ne seront pas données par Vivendi, ce qui est assez dommage, étant donné qu'on est sur des groupes tellement énormes qu'on ne peut pas, sauf peut-être dans les rapports annuels. Je pense qu'il faut aller vraiment aller plonger pour pouvoir aller comprendre toutes les marges de chaque business et des acquisitions qui sont faites, même si c'est des acquisitions assez peu chères. C'est-à-dire qu'on est sur une entreprise tellement grosse qu'il faut vraiment la suivre de près. Ensuite, on a Gameloft qui, est-ce qu'il fait une croissance ou pas? Non, on a une baisse de la croissance, donc ça de toute façon on s'y attend, c'est quand même une entreprise Gameloft. Personnellement, comme moi j'y jouais, j'étais vraiment beaucoup plus petit, et donc on le voit à ce niveau-là, Asphalt 9, moi j'ai joué à Asphalt Turbo, c'est le tout premier. Voilà, Dragon Mania, etc. Donc c'est quand même des entreprises qui, voilà, représentent seulement 2, 3, 4, peut-être 5 jeux sur mobile, et qui depuis un certain moment génèrent de la trésorerie, génère. On a quand même un chiffre d'affaires qui baisse, oui ça c'est normal, mais on l'a pu le voir par exemple sur des entreprises comme Take-Two, etc. Le business du jeu mobile connaît un certain ralentissement, en tout cas cette année, peut-être l'année dernière aussi. Maintenant à voir si ça va continuer ou pas, mais c'est des entreprises qui crachent du cash. On le voit ici, le résultat opérationnel d'EBITDA s'établit à 5 millions d'euros, c'est quand même pas énorme, hein. Même si en 2022 on était sur 10 millions, pour un chiffre d'affaires à 300, c'est quand même extrêmement peu. Hein. On l'a vu, Zynga par contre, chez Tech2, cracher du cash. Aujourd'hui ça n'a pas l'air d'être effectivement le cas. Ensuite on a voilà les Vivendi Village, c'est-à-dire qu'ils possèdent des Olympias, ils possèdent des salles de spectacle, ils possèdent voilà, Canal Olympia, etc. Ou en Grande-Bretagne, et donc on voit que à ce niveau-là, on a une augmentation de notre résultat opérationnel. C'est pas énorme, ça nous intéresse pas forcément. En 2023, l'audience globale de Dailymotion, c'est quand même une bonne information à les récupérer, a atteint un niveau record, enregistrant une croissance de 20% par rapport à 2022. Je ne sais pas où est-ce que cette entreprise a pu capter de la croissance. On voit que par exemple, elle a fait un partenariat avec l'Olympique de Marseille. Personnellement, j'habite à Marseille, je n'en ai jamais entendu parler, et donc en fin 2023, Dailymotion compte depuis le lancement de sa nouvelle application, avec 600 nouveaux créateurs français, comme Fabien Licard, Jojol, etc., alors que c'est des personnes qui pourtant continue à publier sur YouTube.
Maintenant, voilà, à propos de Vivendi, etc., la biographie d'Yannick Bolloré, Laurent Dassault, ça nous intéresse pas du tout. Moi, je vais aller regarder le flux de trésorerie, parce que c'est toujours ça qui va nous intéresser sur ces entreprises. On a le bilan, le tableau de flux de trésorerie avec la norme IFRS. Donc on est sur un résultat opérationnel qui augmente, un retraitement qui augmente aussi, donc une marge brute d'autofinancement beaucoup plus importante. Maintenant, flux net provenant des opérations de trésorerie, donc on prend en compte les impôts, etc. Ensuite, là, on n'a pas l'air de prendre en compte un besoin en fonds de roulement. Ensuite, on a 400 millions d'immobilisation corporelle ou incorporelle qu'on achète. Acquisition de sociétés consolidées, donc là, on vend apparemment, acquisition de titres monnaie équivalence et augmentation des actifs financiers. Donc je pense qu'on est réellement sur une entreprise qui continue de faire de la croissance externe. Donc là on a de la croissance organique à ce niveau-là, et ensuite on a des achats d'investissement. Maintenant on voit qu'on a quand même des cessions aussi pour aller récupérer énormément de trésorerie. On voit qu'on a beaucoup de désendettement. C'est extrêmement indigeste, hein, ce tableau de flux de trésorerie. Il y a beaucoup d'informations, et donc il va falloir faire attention. On a quand même, voilà, dividendes versés par les filiales de leurs actionnaires minoritaires. On voit que ça nous fait baisser notre argent, d'accord. Distribution des actionnaires de Vivendi, donc ça c'est le dividende, 250 millions. Remboursement d'emprunts à court terme, on voit qu'effectivement on rembourse notre dette. Et donc là, à ce niveau-là, on voit un tableau flux de trésorerie qui est massacré. C'est vraiment très compliqué de lire ce qu'on voit, et donc de devoir faire des retranchements sur un free cash flow. Et donc sur une trésorerie, on voit qu'effectivement la trésorerie à l'ouverture à la clôture est beaucoup plus faible. Même si on voit la variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, apparemment on aurait une augmentation de 264 millions de notre trésorerie au cours de l'exercice 2023. Voilà, ça c'était quelque chose qui nous intéressait. Le split depuis la distribution et de musique, depuis l'ouverture en bourse de Universal Music Group, on sait qu'ils avaient une idée de potentiellement, par exemple, split Canal ou split Havas, qui sont donc des entreprises qui marchent extrêmement bien, mais étant donné qu'on est dans des très gros groupes, on va avoir ce problème-là. Ce problème de ne pas avoir la valorisation qu'on espérait avoir sur Canal+, ou sur Havas. Maintenant, on a quand même des informations qu'on pourrait voir aux US, comme des Google, ou etc., qui ont des investissements assez forts dans d'autres filiales qui ne leur apportent pas d'argent, mais aujourd'hui, le gros du business a tellement de marge et a tellement de chiffre d'affaires qui augmente qu'on voit pas tout ça. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement Canal et Havas, ce ne sont pas forcément ce genre d'entreprise, même si, évidemment, on a une augmentation de notre chiffre d'affaires et donc de notre résultat opérationnel, qui ne se voit pas forcément parce qu'on est sur des PER qui sont assez faibles, même si, à ce niveau-là, on voit que, quand même, voilà, les PER, aujourd'hui, on est à 25, mais il y a des fois, on a été à 0,5, il y a des fois, on a été à 10, il y a des fois, voilà, à 6, 25, 90, donc en fait, on est sur une entreprise qui bouge vraiment énormément, et donc on voit qu'effectivement, depuis, 2014, en fait, on n'a pas bougé, alors que pourtant, on est sur une entreprise qui rachète ses actions, qui a de la trésorerie, etc., donc maintenant, c'est quand même quelque chose qu'il faut aller vraiment regarder, parce qu'on ne comprend pas, et là, on voit ici, le split project devrait être effectué sur 4 des compagnies avec la meilleure financial agility nécessaire pour leur développement, et donc le projet aura et donc ce projet il est fait pour l'augmentation de la value pour les shareholders. Donc on aura une nouvelle news le 7 mars 2024 sur la publication pour savoir si oui ou non est-ce qu'elle va avoir lieu ou pas ce split. Donc les résultats 2023 sont assez bons maintenant, même s'il faut quand même les remettre en perspective, aller faire les retranchements des free cash flow, etc. Si vous voulez le faire, si vous avez un intérêt d'investir sur Vivendi, faites-le. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai pas. Si un jour, il y a un split qui arrive, peut-être sur Canal, peut-être sur Havas, peut-être un petit peu plus, aller regarder ce split et voir si oui ou non est-ce que ça devient intéressant ou pas. En tout cas, à l'heure actuelle, Vivendi n'est pas forcément extrêmement intéressante. Même pour son bilan, elle a quand même 12 milliards en incorpo, même si on considère quand même qu'il y a des branches, c'est-à-dire des films, etc., qui leur appartiennent et qui peuvent continuer de générer de la trésorerie. Maintenant, c'est pas une opportunité pour moi, peut-être que ça l'est pour vous. Allez regarder les rapports annuels, allez écouter les conférences calls. C'était Max, je vous dis à bientôt.